Bonjour et bienvenue dans Atout Santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'arthrose, qui est une maladie répandue, mais pas de n'importe quelle arthrose, puisque nous allons parler de l'arthrose de la main. L'arthrose est la première cause de consultation après les maladies cardiovasculaires dans les pays développés. Elle apparaît très souvent après 40 ans et se développe avec l'âge et ça conduit à la destruction du cartilage, que ce soit dans les genoux ou dans les épaules. Comme je l'ai dit, nous allons parler de la main qui est une articulation qui n'est pas fréquemment connue, mais qui malheureusement entraîne des troubles fonctionnels et des problèmes, que ce soit dans la vie professionnelle ou sportive. Ces mécanismes de l'arthrose sont mal connus et nous allons débattre aujourd'hui sur le plateau d'Atout Santé avec des spécialistes. J'ai le plaisir d'accueillir le docteur André Gay. Bonjour. Bonjour Hervé. Donc chirurgien de la main. Le docteur Patrice Alcaraz. Bonjour Hervé. Rhumatologue, bonjour. Et Madame Di Stefano, qui est une patiente qui nous donnera un petit peu son témoignage après avoir été opérée de l'arthrose de la main. Donc on parle de l'arthrose de la main, mais plus précisément de l'arthrose du pouce qu'on appelle la rhizarthrose. Et dans ce sens, je voudrais, avant de voir notre premier reportage, m'adresser au docteur André Gay. Donc on parle de rhizarthrose. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce que c'est et à quel point ça atteint la population ? Alors, la rhizarthrose, c'est une arthrose de l'articulation de la base du pouce. On a deux articulations à la base du pouce et c'est à cet endroit-là que l'on va parler de rhizarthrose. C'est une pathologie qui est extrêmement fréquente puisqu'elle touche à peu près 30% des femmes autour de la cinquantaine. Si l'on regarde des radios de toutes les femmes, à peu près 30% seront atteintes et ça monte jusqu'à 80% au-delà de 80 ans. Donc c'est une pathologie extrêmement fréquente. C'est une pathologie très handicapante parce que ça va entraîner non seulement des douleurs, mais également des pertes de force au niveau de la main, notamment lors de l'utilisation de la pince pouce index. Des gestes tout simples de la vie courante, comme tourner une clé, déboucher une bouteille, vont devenir difficiles, voire impossibles. C'est une pathologie qui va être de plus en plus fréquente aujourd'hui parce que le monde moderne demande une surutilisation de la pince entre le pouce et l'index. Et avec les surutilisations de téléphones portables et les jeux vidéo, on voit des gens qui utilisent énormément leur pouce et on voit de plus en plus jeunes des patients qui souffrent de leur rhizarthrose. Nous allons, je pense, avoir l'occasion d'en reparler. Après un premier reportage, nous parlerons des symptômes, de la prise en charge, qu'elle soit médicale ou chirurgicale, et effectivement aussi des problèmes de nos jours, notamment des smartphones. Nous allons lancer le premier reportage. Dans ce premier reportage, nous allons à la rencontre du docteur Tao Pham, qui est rhumatologue et qui va nous expliquer ce qu'est l'arthrose. C'est un reportage présenté par Manon Emery et Fabio. L'arthrose, c'est une pathologie qui correspond en fait à la perte du cartilage. Ça veut dire que le cartilage, c'est la croûte que vous avez qui protège votre os et qui permet aux articulations de bouger sans que ça vous fasse mal. C'est cette perte de cartilage qui est d'une part due au vieillissement, mais qui peut être aussi accélérée par d'autres facteurs qui sont multiples et qui vont de l'obésité à la surutilisation. On va parler plus spécifiquement de la rhizarthrose. La rhizarthrose, c'est l'arthrose de la base du pouce. C'est la radio qui va nous permettre de voir si on a des signes justement d'usure de cette perte de cartilage. Les premiers traitements, c'est les traitements non médicamenteux. Et le traitement le plus efficace, c'est en fait de bloquer l'articulation, de porter des orthèses. Il y a une très belle étude où on a montré qu'en portant une orthèse quotidiennement, en les portant toutes les nuits, ça permet au bout d'un moment de calmer complètement la douleur, voire même de faire qu'on est après en rémission. Et le deuxième grand pan, c'est les médicaments. Donc en fait, ça peut être quand on a mal, de se mettre des anti-inflammatoires en pommade. Ça peut être aussi, toujours dans les traitements locaux, les infiltrations de corticoïdes ou d'acide hyaluronique. Il n'y a aucun traitement aujourd'hui qui a montré son efficacité pour retarder l'évolution. Donc c'est plutôt un traitement du symptôme qu'un traitement de la maladie. Généralement, la chirurgie, c'est l'ultime recours. C'est-à-dire que c'est quand justement on n'a pas réussi à traiter, à calmer suffisamment les symptômes pour pouvoir avoir un quotidien efficace. Quand on a ou trop mal, ou vraiment une difficulté à la fonction, c'est là qu'on passe généralement après à la chirurgie. Je m'adresse au docteur Patrice Alcaraz, donc, qui est rhumatologue. Les patients, vous êtes en première ligne, puisque les patients souffrant d'arthrose ne vont pas forcément voir le chirurgien tout de suite. Quels sont les signes pour lesquels les patients viennent vous voir ? Alors clairement, en rhumatologie, lorsqu'on voit les patients pour la première fois, le premier symptôme, c'est clairement la douleur. Je crois que c'est pas la fonction qui prédomine. Lorsque les chirurgiens les voient, c'est à ce moment-là une perte de fonction. Mais au départ, c'est de la douleur. C'est une douleur qui est véritablement localisée à la base du pouce et qui va effectivement se déclencher lors des efforts. Des choses tout à fait quotidiennes, le port d'une casserole, l'utilisation d'un outil de jardinage, ce genre de choses-là.
D'accord. Et alors, je me tourne vers vous, Madame Di Stefano. Donc, vous avez été victime, puis on parlera après du traitement dont vous avez bénéficié. Est-ce que vous avez eu ces premiers symptômes? Est-ce que c'était la douleur? Quel était le retentissement dans votre vie? Tout à fait. C'est tout à fait ça. J'ai commencé à avoir mal à la main droite puisque je suis droitière, puis à la main gauche, puisque en fait, j'ai un double exemple, puisque j'ai toujours ma rhizarthrose à gauche et celle qui est guérie du côté droit. Donc, j'étais gênée dans la vie quotidienne, comme vous disiez, sur des gestes simples, ouvrir une bouteille, tourner une clé, des choses comme ça. Et puis, après, j'ai vraiment été gênée, surtout dans ma profession, puisque je suis radiologue, donc je tiens dans ma main toute la journée une sonde d'échographie et je n'arrivais plus du tout au bout d'un moment à exercer mon métier parce que j'avais vraiment trop mal. Ça et l'ordinateur, tout ce qui était souris, tout ça, j'étais handicapée, mais 90% du temps de la journée, quoi. Puis la nuit aussi. Et la nuit aussi. La nuit, ça me réveillait. Je rebondis sur votre profession, puisqu'effectivement, vous êtes radiologue, Oui. peut-être pour tous les deux. Oui. Est-ce que finalement, le diagnostic est un diagnostic clinique ou est-ce qu'il est radiologique? Alors pour commencer, il est clinique, bien entendu. Je crois qu'on arrive à faire le diagnostic à peu près dans 100% des cas pour ce qui est des rhizarthroses. Pour ce qui est des arthroses plus généralement de la main, les arthroses digitales, c'est parfois un peu plus compliqué parce qu'on peut les confondre avec d'autres types de rhumatismes, des polyarthrites, des chondrocalcinoses, des maladies comme ça. Et c'est là que le radiologue joue un rôle vraiment très important pour la confirmation diagnostique, éliminer les diagnostics différentiels, radiographiquement, éventuellement échographiquement. Je crois qu'il est plus rare d'aller vers des examens plus complexes que de la radiographie ou de l'échographie. Très bien, donc je me retourne vers vous, docteur Gay. Est-ce qu'il y a des causes à cette rhizarthrose, ou du moins des facteurs de risque, ou alors des causes sur lesquelles on peut agir? Alors, Patrice vous parlera plus des causes générales. Nous, on a des causes mécaniques qui sont essentiellement les pathologies de surutilisation aujourd'hui. Et vraiment, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, et vous êtes médecin du sport aussi, nous, notre principal sport, c'est le e-sport. Et tous ces gens qui sont addicts des consoles et des nouvelles technologies, clairement, vont a priori à terme développer des rhizarthroses. Et aujourd'hui, on voit des douleurs chroniques. L'autre chose, c'est les professions. On a des professions qui sont très exposées à la rhizarthrose. Madame Di Stefano avec sa profession de radiologue. Dans les professions de santé, on a les infirmières, les kinésithérapeutes, tous les gens qui ont fait la nécessité d'utiliser des travaux fins et répétitifs utilisant la pince pouce-index. Donc c'est essentiellement ça, les facteurs mécaniques. Donc la qui façon favorisent des la facteurs rhizarthrose. mécaniques, existe-t-il d'autres facteurs de risque hors mécanique? Oui, alors on observe clairement une surpopulation d'obèses dans les arthroses digitales, au sens général du terme. C'est étonnant, on pense aux genoux, mais effectivement... Absolument, et en fait c'est lié véritablement à des anomalies qui sont métaboliques, qui ne sont pas des anomalies mécaniques, on ne marche pas sur les mains bien entendu, mais il y a un certain nombre d'anomalies au niveau des adipocytes, des cellules graisseuses, qui vont favoriser l'inflammation locale au niveau de la main. D'accord. Dans votre famille, est-ce qu'il y avait eu vos parents, vos frères et sœurs? Oui. Ma mère a effectivement aussi des problèmes de pouce, elle a fini sa vie avec des doigts assez D'accord, luxés. donc et qu'elle n'a clairement on jamais peut parler fait de famille rhizarthrosique, si j'ose dire. Oui, il y a clairement un facteur génétique dans l'arthrose, c'est assez évident. Et je vais venir rebondir sur le sujet parce que la rhizarthrose, c'est l'évolution ultime de la rhizarthrose, c'est un blocage complet du pouce avec, on l'a tous vu et on a tous une personne âgée dans notre famille qui a un pouce avec une commissure complètement fermée et cette articulation-là qui s'ouvre complètement, ces pouces complètement tordus qu'on appelle nous dans notre jargon des pouces en Z, et ça c'est l'évolution ultime de la rhizarthrose et ça amène là la rhizarthrose à terme, avec l'impossibilité d'ouvrir la main et de pouvoir prendre des objets comme un verre et une bouteille. D'accord. Donc on parlera un peu plus précisément du traitement chirurgical dans une deuxième partie. Je vais peut-être m'attarder sur le traitement médical parce qu'on ne va pas opérer tout de suite un patient qui présente une rhizarthrose. Pouvez-vous nous présenter les traitements principaux de la rhizarthrose, médicaux bien sûr? Bien sûr. Tao l'a déjà fait tout à l'heure dans le reportage que nous avons vu. Il y a donc essentiellement les traitements locaux. Donc le premier traitement le plus classique, c'est le port d'orthèse. Oui. C'est des orthèses d'immobilisation qui sont thermoformées et qui permettent l'immobilisation de l'articulation ou des articulations s'il y en a plusieurs. Il y a les topiques locaux anti-inflammatoires non stéroïdiens qui aident, je dirais partiellement les choses. Et puis, il y a le traitement du symptôme en crise aiguë au moment des poussées inflammatoires, que sont les antalgiques en première lignée, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, éventuellement les corticoïdes. Et puis, dans des formes plus sévères, on peut utiliser des traitements locaux par injection, que ce soit des infiltrations de corticoïdes, d'acide hyaluronique. Ça donne des résultats qui sont, je dirais, assez partiel, mais surtout, nous manquons d'études pour les évaluer. Je crois que c'est réellement ça qu'il faut avoir en tête, c'est ce manque. Je crois que vous me disiez hors plateau un contre-exemple, parce que vous, les traitements médicaux ne vous ont pas amélioré. Moi, j'ai commencé à avoir mal, j'avais 30 ans.
Oui. Donc ça m'a quand même permis d'attendre une trentaine d'années ces traitements médicaux. Donc je les ai tous eus, hein, moi, tout ce que vous avez dit, de rien, l'orthèse de nuit, l'orthèse de jour, les infiltrations, les traitements médicaux, voilà. Et puis quand ça a pu être possible, j'ai pris la décision de me faire opérer. Mais je les ai absolument tous eus. D'accord. Le message à passer, c'est ne pas dire il faut opérer tout le monde parce que de temps en temps, ça peut marcher, et ça marche. Mais effectivement, dans certains cas, on a recours à la chirurgie ça m'a rapidement. permis de patienter quand même une trentaine d'années. Alors, avant de parler de la chirurgie et avant de lancer notre chronique pédagogique, vous me parlez tout à l'heure de l'évolution moderne, un petit peu, du e-sport qui aggrave cette rhizarthrose. Est-ce que vous avez vu vraiment une différence dans les dernières années sur l'évolution de l'arthrose et de l'utilisation de manettes? Clairement, on voit une différence sur l'évolution de l'arthrose. Non seulement on voit des gens de plus en plus jeunes et c'est plus rare, alors que ça l'était avant, de voir des gens de 40 ans au moins avec des rhizarthroses très évoluées radiologiquement. Et l'autre chose qu'on voit, qu'on a l'impression de voir de plus en plus, alors pareil, Patrice le disait, on manque d'études et de recul parce que c'est des choses qu'on verra dans quelques années, mais on voit de plus en plus d'hommes avec des rhizarthroses. Oui. Chose qu'on ne voyait pas avant. On ne voyait pas. La rhizarthrose, si on regarde les statistiques qu'on a sur ces dernières années, avant 60 ans, la rhizarthrose, c'est une pathologie qui était quasi exclusivement féminine. Et on commence à voir des hommes avec de la rhizarthrose, probablement du fait de cette surutilisation. D'accord. Donc peut-être un moyen de pression pour les parents qui veulent faire sortir leurs enfants de Exactement, de leur montrer leur main de la grand-mère en disant tu vas finir. Vous aurez la rhizarthrose et vous aurez le pouce de mamie, et vous aurez le pouce de mamie dans 20 ans. Très bien, je vous remercie. Justement, nous enchaînons toujours dans la même thématique puisque nous avons une chronique pédagogique qui va dans ce sens. Cette chronique pédagogique est faite par Lisa Martins. L'arthrose est provoquée par des douleurs au niveau des articulations causées par l'usure du cartilage et des articulations. Depuis quelques années, les médecins détectent l'arthrose chez les patients de plus en plus jeunes. Les personnes ayant de l'arthrose dans les doigts rencontrent des difficultés avec les gestes de la vie quotidienne, notamment avec l'utilisation de leur téléphone portable. Est-ce que l'arthrose est causée par l'utilisation des smartphones ou en est-elle augmentée ? De nos jours, il est impensable de se séparer ou même de diminuer l'utilisation des téléphones, qui font partie intégrante de nos vies. Alors, adoptons les bonnes postures pour réduire au mieux les effets néfastes. Tout d'abord, avoir un téléphone de la taille de sa main. Ne pas utiliser son téléphone de la même main. Et enfin, laisser un petit peu les doigts au repos. Pouvons-nous prévenir de l'arthrose chez nos enfants ? Oui, grâce à une pratique d'une activité physique régulière, en leur conseillant d'alterner chaque main pour tout ce qui est jeux vidéo manettes, et en faisant attention à avoir la bonne taille du téléphone. Alors, ne serrez pas trop vos smartphones et pensez à vos doigts. Merci Lisa pour cette excellente chronique pédagogique. Nous allons parler maintenant toujours du traitement. On a parlé du traitement médical qui pour vous n'a pas été un franc succès. Et puis maintenant, nous allons parler du traitement chirurgical avec le docteur André Gay. Alors, c'est vrai qu'on connaît pas forcément, on connaît la prothèse de genou, on connaît la prothèse de hanche. Quelle est, en termes chirurgical, la prise en charge de la rhizarthrose ? Alors la prise en charge de la rhizarthrose, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui est très ancien puisque il existe une technique qui s'appelle la trapézectomie qui consiste à enlever le petit os qui va être d'un des côtés atteint par la rhizarthrose, par l'arthrose. Cette trapézectomie, elle date du milieu du XXe siècle, c'est quelque chose qu'on a utilisé longtemps. Avec, pour moi, deux principaux défauts qui sont la durée de récupération, parce que pour récupérer après la chirurgie, il fallait jusqu'à 4 à 6 mois, ou il faut toujours jusqu'à 4 à 6 mois, ça reste un geste largement pratiqué et qu'on peut toujours faire dans certains cas de rhizarthrose. Et l'autre inconvénient de la rhizarthrose, c'est qu'on a une perte de force lorsqu'on fait une trapézectomie. Le fait d'enlever le trapèze va en fait faire reculer un petit peu le métacarpien et ne pas permettre de récupérer toute la force. Sont apparus plus récemment c'était au début des années 1980, des prothèses qui sont des choses comme ceci, qui sont des petites prothèses comme sur le modèle des prothèses de hanche ou de genou dont vous parliez. Ces prothèses, elles ont eu beaucoup de mal à démarrer. Pour une raison toute simple, elle est financière. C'est que contrairement au dessous féminin où le prix est inversement proportionnel à la quantité de tissu utilisé, là, il est directement proportionnel à la quantité de métal. Et une prothèse de trapèze vaut à peu près 10 fois moins cher qu'une prothèse de hanche. Et les industriels ont mis beaucoup de temps à s'y intéresser puisqu'il était beaucoup plus rentable pour eux de développer des prothèses de hanche ou de genou, dont en plus la chirurgie était plus en vogue à l'époque. Et donc on a
mis beaucoup de temps à développer ce matériel qui était du matériel de niche, on va dire. Donc, nous allons en parler un peu plus longuement. Nous allons illustrer vos propos par le reportage qui a été consacré à notre patiente, Madame Di Stefano, et qui nous parle en fait de son parcours chirurgical et puis de ses résultats. Donc voilà un reportage qui nous est préparé par Manon Emery et Laurent Henry. Depuis à peu près l'âge de 30 ans, j'ai commencé à avoir des douleurs récurrentes au niveau de mes 2 pouces et notamment de la main droite. Donc j'ai commencé à consulter, à faire des radios un peu plus poussées et là j'ai vu que je commençais à avoir ce qu'on appelle une rhizarthrose, c'est-à-dire de l'arthrose qui se développe entre l'os de la main et l'os du poignet. J'étais quand même très gênée, donc j'ai commencé à mettre des crèmes, puis à mettre des attelles de jour, des attelles de nuit, et en fait ça n'a fait que se dégrader. Donc j'ai consulté et là la décision a été prise et je me suis opérée il y a à peu près presque 1 an maintenant. L'opération consiste à enlever tous les morceaux d'os qui sont abîmés et à remplacer l'articulation ancienne qui ne fonctionne plus. L'intervention se passe en ambulatoire, on rentre le matin, on sort l'après-midi. J'avais un traitement médical pendant quelques jours que j'ai suivi à la lettre. Et après, j'ai repris mon activité sur le temps qui m'avait été imparti tout à fait normalement. Je ne pense plus du tout à ma main, alors que c'était devenu terrible parce que je ne pouvais absolument plus rien faire sans avoir mal. Dans mes activités de loisirs, je joue au piano depuis très longtemps, depuis toute petite. Et au fur et à mesure, ça a été une activité qui a été difficile. Et depuis que j'ai la prothèse, j'ai retrouvé un écartement qui est normal, mais j'arrive à jouer mes arpèges tranquillement. Moi, je suis très contente du résultat, ça a particulièrement bien marché. Il faut choisir le moment où on est décidé pour le faire, communiquer avec son chirurgien, avoir une explication précise de l'intervention qu'on va faire et la vouloir tout simplement. Nous retrouvons donc sur le plateau le docteur André Gay, le docteur Patrice Alcaraz et Madame Di Stefano, docteur, puisque vous êtes aussi radiologue. La question après ce reportage, donc on a vu que finalement vous ne regrettez pas de vous être fait opérer. Et donc la question de gens qui sont à votre place, qui souffrent, quel conseil allez-vous donner? Allez vous faire opérer rapidement ou finalement Franchement, je ne saurais pas répondre. Je pense qu'à chaque activité, chaque personne, il faut qu'il discute avec son chirurgien, son médecin, pour avoir la meilleure orientation. Moi, j'ai fait ce choix-là. Après, je pense que chaque personne doit prendre sa décision. Tout à fait. Alors, je me tourne vers le médecin rhumatologue. À partir de quand vous conseillez à vos patients ou patienteux, puisqu'on a vu que c'était plus fréquemment des patientes, d'aller voir un chirurgien? Alors, je crois vraiment qu'il faut avoir au moins essayé les traitements les plus simples avant d'en arriver à la chirurgie. Au moins traiter les symptômes, à savoir traiter l'inflammation et traiter les douleurs. Après, on n'est pas forcément obligé d'en arriver à une mise en place d'infiltration ou d'acide hyaluronique pour opérer si la destruction locale, le handicap et la douleur sont intenses. Je crois qu'à ce moment-là, on peut tout à fait consulter un chirurgien pour mettre en place une prothèse de trapézo-métacarpienne. D'accord. Alors justement, donc, le rhumatologue vous adresse le patient ou la patiente. Quel est votre discours? Est-ce que c'est toujours difficile de vendre du rêve en disant on va vous améliorer à 100%? Est-ce que vous vous donnez du temps, du recul, et comment ça se passe une consultation? Alors, clairement, vendre du rêve, c'est toujours mal et c'est jamais difficile. Il ne faut jamais vendre du rêve et on n'est surtout pas des vendeurs de rêve et je pense qu'il faut essayer. Je vous posais sciemment la question, justement, je pense que c'est une information importante. C'est clair, il ne faut pas s'attendre à un résultat miraculeux. Comme toutes les prothèses, comme toutes les chirurgies, on a des complications et chaque intervention, en fait, on parlait de la trapézectomie tout à l'heure, il y en existe d'autres, a ses avantages et ses inconvénients. Et je crois que vraiment, ce qui est important, c'est de discuter avec le patient de sa gêne fonctionnelle, de lui exposer les différentes possibilités thérapeutiques et de choisir ensemble. On est dans de la chirurgie fonctionnelle. Donatella le disait, il faut le faire quand on se sent de le faire. Oui. Et alors j'essaye de dire aux gens, de leur expliquer les choses, de les faire réfléchir. Certaines personnes vous diront non mais en fait je n'en peux plus, opérez-moi tout de suite. Pourquoi pas, mais je pense qu'il faut toujours prendre le temps de la réflexion, éventuellement prendre un deuxième avis. C'est toujours bien d'aller voir si d'autres personnes ont une autre opinion différente. La littérature ne répond pas aujourd'hui clairement à ce qu'il faut faire sur la rhizarthrose. Voilà. Et par contre, ce qu'on ne dit pas trop, c'est que la prise en charge de la rhizarthrose, ça marche bien aujourd'hui. Oui. Ces prothèses-là que je vous ai montrées ont des durées de vie qui sont de l'ordre de 90%. La question, c'est parce que si on fait le parallèle avec le genou, où la plupart des patients disent oui, mais ça va durer 10 ans, 15 ans, quelle est justement la durée de vie et comment ça se passe si on doit la changer? Alors, la durée de vie, elle a
vraiment beaucoup augmenté ces dernières années. Autant dans les années 80, on expliquait aux gens qu'on allait leur donner 5 ans avec une prothèse, et pour moi, c'était une mauvaise solution. Il ne faut pas opérer quelqu'un pour lui dire qu'on va le réopérer dans 3, 4, 5 ans. La génération de prothèses qu'on met aujourd'hui, on commence à avoir un petit peu de recul. On est à plus de 90% de survie des implants à 10 ans. C'est des implants qui ont une dizaine d'années, donc on n'est pas comme sur le genou, on a des reculs à 20-30 ans. Donc on n'est même pas capable de donner une demi-vie de nos implants. On ne peut pas dire en moyenne votre implant va durer tant. On peut dire aujourd'hui que les implants qu'on met vont durer pour 90% d'entre eux au moins 10 ans. Les suites opératoires, on en parlera peut-être tout à l'heure et on va pas déflorer le sujet, c'est la douleur quasiment toujours. La mobilité, faut pas rêver. On aura rarement beaucoup mieux qu'en préopératoire. Je crois que le principal but de l'intervention, c'est la douleur. Et après, la mobilité, ça doit être un bonus. Il faut surtout essayer de récupérer ça. Et par contre, il ne faut pas attendre trop longtemps. C'est-à-dire que les traitements médicaux marchent plus ou moins bien. Il ne faut pas attendre d'avoir une déformation du pouce trop importante. Et je crois que vraiment, le moment qu'il ne faut pas rater, c'est celui-là. C'est le moment où le pouce commence à se déformer. Et là, il faut commencer à discuter d'une chirurgie tout de suite, parce qu'une fois que le pouce est déformé... Alors justement, une fois que le pouce est déformé, est-ce qu'il y a la place encore pour des prothèses? Il y a encore la place pour une prothèse, mais on va avoir une déformation qui va toucher cette articulation-là, qui est l'articulation métacarpophalangienne, et on va être obligé de faire un geste sur les deux articulations. Et donc ça rend le geste plus lourd, des suites plus compliquées, et donc c'est quand même beaucoup plus simple de le faire avant. Bon, alors si on devait résumer, si vous avez un message en 1 minute à adresser aux patients, aux patientes qui souffrent de rhizarthrose, pour résumer un petit peu tout ce qu'on vient de dire, quel serait ce message? Je crois, et je parle sous le contrôle de mes deux confrères, que le vrai message à faire passer, c'est que là, on a parlé de rhizarthrose, on est des spécialistes de la rhizarthrose, on en voit radiologiquement et cliniquement souvent, et nous, on la traite. Beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas qu'une rhizarthrose se traite, et on voit de temps en temps arriver des gens qui souffrent depuis des années, où on leur a dit depuis des années qu'il n'y avait rien à faire, qu'il fallait souffrir en silence. Je crois que le message à faire passer, c'est cette rhizarthrose, c'est fréquent. Il y a des solutions, on a une expérience, et il ne faut pas hésiter à consulter quand on a des douleurs de la base du pouce pour voir s'il y a une prise en charge possible. On pourra toujours faire quelque chose pour essayer au moins de diminuer la douleur. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à ce message? Juste un mot, dire qu'effectivement c'est tout à fait ça, que sur le plan médical on a tout à fait cette optique aussi, et qu'il faut garder une excellente communication justement entre les médecins, les chirurgiens, les radiologues, de façon à ne pas rater le coche. Je crois que c'est important, peut-être qu'on peut les adresser trop précocement, et que dans ce cas-là, ils nous les renvoient, mais au moins on est sûr de ne pas léser les patients. Merci à tous d'avoir été présents sur notre plateau, d'avoir partagé votre expérience. Pour finir notre émission, nous allons retrouver Thomas Josse avec sa chronique Fan de santé. Personne ne dirait que le cerveau s'use parce qu'on pense trop. Pourtant, pour les articulations, tout le monde dit qu'avec l'âge, le cartilage s'use inévitablement. Ce n'est pas si simple, disait Thomas Pape. Ce dicton ouvre cette chronique qui va concerner 3% des moins de 45 ans, 65% des plus de 65 ans et 80% des plus de 80 ans. D'ici 2050, on estime que 130 millions de personnes dans le monde souffriront d'arthrose. L'arthrose, cette destruction de cartilage, est un processus pathologique lié à plusieurs facteurs, tels que l'âge, les désordres métaboliques générés par un diabète ou l'obésité, un excès de pression, une surcharge pondérale par exemple, certaines maladies de l'articulation, la fragilité naturelle ou l'hérédité. Des solutions pour soulager son arthrose, il en existe. Premier point pour la prévention, donc le poids. En maintenant tout au long de sa vie un poids dit santé, ou en perdant quelques kilos superflus lorsqu'on est en surpoids, on soulage les articulations et on limite ainsi leur usure. En renforçant les muscles qui entourent les articulations, on les protège et on les rend plus résistantes aux blessures et aux contraintes. Et même une fois que la maladie est déclarée et que la douleur sont présentes, il est important de continuer de bouger. Et enfin, l'alimentation aussi pourra jouer un rôle dans la prévention de l'arthrose, comme le montrent de plus en plus d'études. A l'inverse, les aliments transformés et riches en gras et en sucre pourraient contribuer à aggraver les symptômes.
Merci Thomas pour cette excellente chronique. Je remercie encore tous nos participants. Et c'est la fin d'À Tous Santé. Donc nous remercions bien sûr tous les intervenants, les personnes qui ont participé au reportage. Et en attendant, vous pouvez visionner notre émission sur la chaîne YouTube À Tous Santé et nous adresser vos commentaires et vos questions sur Facebook ou Twitter À Tous Santé. Merci de votre fidélité et rendez-vous dans un prochain numéro d'À Tous Santé. Et d'ici là, soyez acteurs de votre santé.